Été 2008. Les corps de 2 brillants étudiants d'une école d'ingénieurs de Clermont-Ferrand en stage à Londres sont retirés des décombres d'un appartement incendié. Ligotés et bâillonnés, ils ont reçu 244 coups de couteau. La scène de crime choque jusqu'aux plus aguerris des inspecteurs de Scotland Yard. Qui peut en vouloir autant à des jeunes hommes sans histoire? Accusé, levez-vous est un podcast du groupe Centre France. Cet épisode est écrit et réalisé par Bertrand Hiverneau, Roland Segui et Stéphanie Delanne. Le crâne est rasé de frais. L'homme porte une combinaison jetable, son t-shirt et le reste ont été envoyés au laboratoire. L'accoutrement fait penser à une camisole de force. Surtout, il y a son regard. Il baisse la tête. Entre son front proéminent et sa moue boudeuse, dard d'une paire d'yeux fixant intensément l'objectif par en dessous. Un regard terrifiant qui suinte la haine. Cela fait 11 jours que Scotland Yard enquête sur le meurtre barbare de 2 étudiants français dans un appartement londonien. Jusqu'à 120 enquêteurs sont mobilisés simultanément sur cette affaire classée en haute priorité. Enfin, ils tiennent leur suspect. Il s'agit de Daniel Sonnex, dont le portrait pourrait figurer en couverture d'une réédition d'Orange Mécanique, et de Nigel Farmer. La photo de ce dernier montre un visage rouge, légèrement boursouflé, les lèvres crevassées, les sourcils roussis. Le regard est cette fois empreint de lassitude, un homme vaincu, léché par les flammes d'un enfer qu'il a contribué à déchaîner. La boule de feu qui a brûlé Nigel Farmer est sortie d'un studio au rez-de-chaussée de Sterling Gardens, une impasse bordée de semis, des bâtiments en briques rouges collés 2 par 2, typiques de l'Angleterre ouvrière. Le quartier, New Cross, n'est pas le plus chic de Londres, mais ce n'est pas la zone non plus. C'est le théâtre de cambriolages parfois, rarement de violence. Le 29 juin 2008, à 22h10, une explosion fait jaillir de son canapé Curtis Cronin. Un flash orange vient d'éclairer le voisinage et il n'avait jamais entendu pareille détonation. Il court à la fenêtre, des flammes sortent d'un appartement voisin. À quelques mètres de son poste d'observation, un homme blanc d'une trentaine d'années, coiffé d'une casquette de baseball, se tient, hébété sur la pelouse. « Je t'ai vu !» lui crie-t-il. L'inconnu se met à courir et disparaît. Curtis Cronin sort avec un baquet d'eau. Il appelle en direction du logement en feu. Il n'obtient que le silence en retour. D'autres voisins arrivent avec des seaux, puis les pompiers. Ceux-ci éteignent les flammes et pénètrent avec difficulté dans les décombres. Ils y trouvent 2 cadavres. Mais ce n'est pas le feu qui les a tués. Il y a du sang partout, en très grande quantité. Les corps sont ceux de 2 hommes en sous-vêtements, ligotés au niveau des poignets et des chevilles. Leurs têtes sont enveloppées dans des serviettes de bain. Ils ont subi des mutilations qu'un premier regard ne peut dénombrer. Leurs têtes, leurs cous, leurs torses, leurs abdomens ont été poignardés. Le médecin légiste listera 194 plaies sur Laurent Bonomo et 50 sur Gabriel Ferrez, toutes causées par un même couteau. Les victimes portent aussi des traces de brûlures, sans doute causées par des cigarettes écrasées sur leur peau. La lame a crevé l'un des yeux de Gabriel Ferrez et elle a frappé avec tant de force le crâne de Laurent Bonomo qu'elle a brisé les os et déchiré son cerveau. Ils ont été torturés avec une fureur digne d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Un tabloïd londonien titrera « The Tarantino Fire Murders », en référence au premier polar Sauvage du réalisateur californien. Sauf que les 2 Français de 23 ans, eux, ne sont pas des gangsters. Laurent Bonomo de Velot, près de Marseille, et Gabriel Ferrez de Prouzel, près d'Amiens, étudient tous 2 à Polytech. Bertrand Hiverneau, vous avez couvert cette affaire pour La Montagne. Qui sont Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez? Ce sont 2 étudiants de l'école d'ingénieurs Polytech à Clermont-Ferrand. 2 étudiants très brillants d'ailleurs, parmi les plus doués de leur génération. Laurent Bonomo, par exemple, travaille sur un parasite pouvant passer du chat au fœtus humain.
Gabriel Ferrez, lui, il travaille sur une bactérie capable de modifier l'éthanol pour rapprocher son usage de celui du fioul. Ce sont vraiment des élèves prometteurs. Et pourquoi se trouve-t-il à Londres à ce moment-là? À Polytech, entre la 2e et la 3e année de cursus, il y a la possibilité de faire un stage en entreprise ou un échange avec une université étrangère. Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez ont tous les deux déposé une demande à Imperial College. C'est l'un des plus prestigieux centres de recherche à Londres. Ils ont demandé une place chacun de leur côté. Ils ont tous les deux été acceptés, ce qui prouve une fois de plus qu'ils étaient brillants. Et ils ne se fréquentaient pas spécialement à Clermont, mais à Londres, ils se retrouvent et immédiatement, ça match entre eux. Ils s'entendent super bien, même si c'est des caractères un peu différents. Il y a le charismatique président du bureau des élèves, qui est Laurent Bonomo, et il y a le jeune homme plus discret, mais très attachant, qui est Gabriel Ferrez. Absorbés par leurs études et par la vie culturelle et sportive trépidante de Londres, Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez voient leur séjour de 2 mois passer à une vitesse folle. Ils décident de le prolonger de quelques semaines après la fin des cours. Samedi 28 juin, ils se retrouvent à Wimbledon. Le tournoi de tennis bat son plein, la densité de la foule leur fait rebrousser chemin. Ils trouvent un pub qui diffuse la finale du championnat de France de rugby Toulouse contre Clermont-Ferrand. Mais le tenancier change de chaîne à la mi-temps. Contris, ils prennent la direction de Sterling Gardens pour une soirée jeux vidéo. Laurent Bonomo est fou amoureux de Marie Berthez. Ils ont prévu de se marier à la fin de l'année. Chacune de leurs séparations est compensée par un rituel de SMS à répétition et de longues conversations téléphoniques, de jour comme de nuit. Ce soir-là, ils se parlent à 23h30. Laurent lui raconte que Gabriel reste dormir. Dimanche 29 juin, Marie n'a pas son habituel appel du matin. Toutes ses tentatives pour joindre son compagnon tombent sur sa messagerie, idem pour le numéro de Gabriel Ferrez. Elle s'inquiète et prévient les parents de Laurent dans l'après-midi. Lydie Bonomo parle anglais, elle appelle à 18h30 le commissariat de New Cross. Les policiers répondent avec courtoisie que son fils est majeur et qu'il ne faut pas s'inquiéter pour l'instant. Ils prennent toutefois quelques renseignements. Ils connaissent Laurent Bonomo. Une semaine plus tôt, il a déposé chez eux une plainte pour cambriolage. Au petit matin, alors qu'il sortait de la douche et qu'une fenêtre était restée ouverte pour aérer le studio, il a surpris un intrus qui s'est enfui avec son ordinateur portable. Lydie Bonomo appelle le consulat, elle n'obtient rien de plus. La représentation française rappelle Lydie le lendemain. Ce coup de téléphone, elle le relatera quelques mois plus tard dans une lettre à cœur ouvert et irrémédiablement brisée. Lydie Bonomo raconte « Mon interlocutrice parle avec lenteur, hésitation. Voilà, il y a eu un incendie à l'appartement, on a trouvé 2 personnes. Moi, ils sont morts? Oui, mais on ne sait pas encore de qui il s'agit, vous savez. Mon fils est mort. C'est fini, il est 14h ce lundi 30 juin 2008. Je m'effondre. Je sais désormais ce que signifie l'expression « être écrasé par le chagrin », écrit-elle. Je sais également ce qu'est l'attente d'un retour pas comme les autres, non pas la joyeuse anticipation des retrouvailles dans le hall de l'aéroport ou sur le quai de la gare, avec une petite sœur qui trépigne d'impatience en cherchant son grand frère des yeux, non pas cette attente-là, celle dont je parle a duré 6 semaines, et à l'arrivée, il n'y avait qu'un cercueil plombé. Bertrand Hiverneau, vous vous rendez à Londres à l'annonce de la découverte des corps. Où en est l'enquête à ce moment-là? Pendant 4 jours, ça a été le silence radio. Il n'y a rien qui a fuité. Une conférence de presse s'est organisée à Scotland Yard. Avant, les policiers ont passé des appels à témoins discrets dans la presse locale pour retrouver l'homme à la casquette de baseball, mais ça n'a rien donné. Du coup, ils changent de braquet et ils convoquent toute la presse. Et c'est l'inspecteur en chef Mick Duty de la section des homicides et des crimes aggravés qui prend la parole. Quelles informations vous donne-t-il? Il va donner des détails horribles sur le double meurtre. Il va dérouler ce qui s'est passé dans l'appartement et c'est assez insoutenable. D'ailleurs, lui-même va dire que tous ceux qui travaillent sur l'affaire, tous ceux qui travaillent autour de l'affaire sont très choqués par ce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont découvert. Il dit qu'il y a eu du liquide inflammable répandu autour des cadavres et un objet enflammé jeté à travers une fenêtre, sans doute par l'homme à la casquette de baseball. C'est donc le point de départ à ce moment-là d'une chasse à l'homme. Le 4 juillet, les journaux britanniques titrent tous sur ce crime considéré comme l'un des plus horribles de l'histoire récente.
Les photographies de Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez s'étalent en une. Le 6 juillet, le portrait robot de l'homme à la casquette de baseball leur succède. Cet homme, il s'agit de Nigel Farmer. Voilà une semaine qu'il cherche une planque. Voilà une semaine qu'il applique des crèmes sur son visage et ses mains, recouverts de pelure. Il est à bout, sans ressources et en manque. Il sait qu'un confrère de toxicomanie finira par le dénoncer. Le 7 juillet, à 2h, il pénètre dans un commissariat de Lewisham, un quartier à la réputation sulfureuse, contigu à celui de New Cross. Il se plante devant l'agent d'accueil et s'accuse immédiatement du double meurtre. Malgré ses propos, malgré ses stigmates, le policier lui dit d'attendre son tour. Lucie Donner est assise dans le hall. Elle est venue payer une amende. Elle observe Nigel Farmer tourner en rond et fulminer. « Je viens de tuer 2 personnes et putain !» La police ne veut rien faire à propos de ça. Il aurait pu changer d'avis et filer à tout moment, racontera Lucie Donner aux journaux, qui vilipendront la police pour tant de négligence. Heureusement, Nigel Farmer ne file pas. Il attend jusqu'à ce que des officiers viennent lui passer les menottes. Il reçoit des soins. Après ses aveux spontanés du bureau d'accueil, il garde désormais le silence. Il est inculpé. Au soir de son incarcération le 10 juillet, Scotland Yard diffuse un nouvel avis de recherche pour un homme considéré comme dangereux et lié au double meurtre, Daniel Sonnex. Un informateur invite rapidement les policiers à se rendre chez les grands-parents du jeune homme. George Titchener et Alice Andrews assurent que leur petit-fils n'est pas là. Leur appartement est investi quand même. Un hélicoptère survole le bâtiment, une fenêtre de toit s'ouvre. Daniel Sonnex tente de s'enfuir par cette issue. Il est ramené à l'intérieur. « Je vais t'arracher le visage avec les dents !» hurle-t-il à un agent qui participe à son interpellation. Alors qu'il est transporté dans un fourgon de police, il se met à rire comme un dément. Il ne répondra à aucune question. Lorsque les détectives lui demandent en combien de temps les étudiants sont morts, il se contente de sourire. Lorsque lui sont montrées les images de vidéosurveillance de ses retraits d'argent avec les cartes bancaires de Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez, il envoie un cinglant « aucun commentaire, aucun putain de commentaire ». Face à certaines photos des victimes, il ricane. L'argent. Laurent Bonomo et Gabriel Ferrez sont morts pour 360 livres, l'équivalent de 500 €. De quoi fournir Daniel Sonnex et Nigel Farmer en héroïne, cocaïne et alcool pendant quelques jours, tout au plus. Ils ont été torturés pour leur code de carte bancaire et sans doute tués, car l'un de ces numéros a été mal rentré dans le distributeur. Ils avaient une vie pleine de promesses devant eux. Le destin les a déroutés vers une horreur chimiquement pure, et ce n'est pas le dernier élément révoltant de cette affaire. Dans le 2e épisode d'Accusés, levez-vous, nous vous raconterons le procès des 2 toxicomanes, la sauvagerie de leurs crimes, la futilité de leur mobile, pire encore, la défaillance de l'appareil judiciaire anglais. Le massacre des étudiants à Londres est à réécouter sur l'ensemble des sites du groupe Centre France et sur les plateformes de streaming.